Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Connaissez-vous l'histoire, la relation de la guillotine et le papier sablé? Donc, moi-même, je ne connaissais pas cette relation-là, mais je pense que, enfin, le terme en lui-même ici ne me parle pas trop. Mais vous allez voir que quand on va à peu près le commenter ici, vous allez voir que c'est quelque chose qui vous arrive très souvent. OK, et qui continuera à arriver d'ailleurs. Et je pense que j'en ai parlé tantôt sur la vidéo précédente ici qui parlait à peu près des termes qui nous font rire ou pleurer en bourse. OK, donc c'est toujours un excellent article ici écrit par Bernard Mounet en 2015 d'ailleurs, et qui est toujours d'actualité ici aujourd'hui. OK, donc on va aller. Si vous me connaissez, donc Bernard, d'accord, vous savez que je ne passe pas de temps à étudier les graphiques boursiers. Moi également, c'est la même chose. Je me consacre sur la réalité économique des entreprises et l'étude de leurs perspectives fondamentales. Toutefois, il y a une réalité psychologique qui affecte le comportement des marchés financiers qu'il ne faut pas oublier pour autant. Je l'ai appris dans la vraie vie au lendemain de l'éclatement de la bulle technologique. Après la dégringolade de l'indice Nasdaq, comme il était tentant d'acheter des titres techno après qu'ils aient perdu 50% de leur valeur, pendant des mois, voire des années, on les avait suivis avec admiration en raison de leur performance exceptionnelle. Les Cisco systèmes de ce monde. Donc, à l'époque, Cisco, c'était quand même assez costaud. Ok, donc quand on parle encore, peut-être que certains ne connaissent pas Cisco System ici, mais voilà, ça reste une entreprise, je pense que jusqu'à aujourd'hui, qui se maintient d'ailleurs, hein, d'accord. Donc, à cette époque-là, on parlait encore des Cisco System. Donc, il a attendu ce genre d'entreprise-là pendant des années, et quand l'occasion s'est présentée, donc, il a dégainé, mais vous allez voir ce qui s'est passé après. Ok, donc les Cisco systèmes de ce monde, toujours trop chers, on attendait ces tics avec impatience. Ça vous rappelle quelque chose? Les Google étaient toujours, ou bien les alphabets étaient toujours trop chers. On les attendait avec impatience à un prix qui allait nous sembler à peu près intéressant. OK? Donc, on continue. Et la bourse nous les a offerts sur un plateau d'argent. Comme je le dis toujours, la patience finit toujours par payer. D'accord? Il y a des entreprises ici que moi j'attends avec impatience, certaines que j'ai attendues pendant plusieurs années, que j'ai réussi à avoir finalement. Je parle toujours de SPG. D'accord? Donc c'était une entreprise que j'ai attendue pendant au moins 3 à 4 ans. D'accord? Et le jour où je l'ai eu, c'était même un pur hasard parce que voilà, en fait, c'est à cause d'SPG que j'ai su que les marchés étaient en train de baisser en 2020. D'accord? Parce que je la suivais en fait. Donc je me suis dit, mais pourquoi en une journée, elle a perdu près de 20%, je me rappelle bien. Et ça m'a intrigué. Et c'est là que je dis, ah ouais, Covid, etc., fermeture des magasins, ta, 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 ta. Bah, j'ai pas beaucoup réfléchi parce que moi, j'avais déjà fait mes recherches avant. Donc, je savais que c'est des magasins triple A. Donc, oui, on pouvait fermer ici. Donc, le bilan maintenant de l'entreprise, est-ce que le bilan était solide? Et en même temps, je savais également que les personnes, quand les magasins ici, quand vous prenez un loyer, c'est une dette. D'accord? Et c'est une dette prioritaire. Donc, qui sont nos clients? La plupart de nos clients sont des Apple, des Tesla, des gens comme ça. Donc, techniquement, s'ils font défaut sur leur loyer, ils vont payer. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, la question que je me posais maintenant, est-ce que ces magasins-là vendent en ligne? Parce que le Covid allait passer par là. Donc, s'ils vendent en ligne, ils vont me payer mes loyers. D'accord? Donc, il n'y a pas que Apple et machin. Donc, ce sont des magasins vraiment de classe premium. Donc, c'est l'analogie que moi j'avais déjà à cette période-là. OK? Donc, ça m'a pris moins de temps ici, tout simplement parce que j'ai passé le temps à étudier l'entreprise. Mais je l'ai toujours trouvé surévaluée. Sauf en partie de 2020 et puis d'ailleurs, elle est toujours sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Bref, ce n'est pas une vidéo ici concernant SPG, donc qui est Simon Property Group. Donc, et la bourse nous les a offerts sur un plateau d'argent. Sauf que le plateau s'est effondré lui aussi et il a fallu des années avant de vraiment faire un creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise que vous pensez être très sous-évaluée en date d'aujourd'hui parce que tout simplement elle a perdu un 50% ou bien voilà 80% par rapport à ses plus hauts, techniquement, ça peut aller bien plus bas que ça et pendant longtemps, ça peut rester très bas par rapport à ses plus hauts précédents. Faites très attention. Un plus haut précédent ici ne veut rien dire du tout. Ça veut peut-être dire ici que l'entreprise est surévaluée ici. Je ne parle pas de Google en particulier, d'accord? Donc, ici, on peut rester à ce niveau pendant des années sans bouger. Je peux vous montrer un exemple. MCK. Mackesson. Est-ce que Mackesson c'est le meilleur exemple même ici? Est-ce que c'est Mackesson? Oui, Mackesson. Regardez. Cette période 2016
jusqu'en 2019-2020. Sur place, je dis bien sur place, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. Ça fait combien d'années? 4, presque près de 4 ans. Et d'un coup, boum, près de 4 ans. Ça n'a pas bougé. Et vous pensez que pendant 4 ans, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, les investisseurs? Est-ce que les net income sont positifs? Est-ce que les free cash flow sont positifs? Est-ce qu'on continue à rembourser la dette? Est-ce que le business model se comporte toujours bien? Voilà les questions qui nous intéressent. Mais on doit être prêt à assumer cette longue période de non-direction. On va le dire comme ça, de non-direction, cette longue période-là. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Il y a par exemple ici Microsoft. Je prends un exemple. Microsoft ici pendant plusieurs années était sous-évalué. Et vous voyez Microsoft en date de je vous ai dit que oh Microsoft etc. J'ai fait une vidéo j'avais fait une vidéo sur Microsoft, je pense une période ici. Donc je vais juste fermer ça. Voilà. Pendant toute cette période, si Microsoft était sous-évalué. Ici, comment est-ce qu'on le sait? Vous pouvez prendre juste les yields des free cash flow. D'accord. On prend ici le free cash flow yield. Admettons même qu'on ne prend même pas en considération la dette. Vous allez voir ici qu'à un moment donné, on avait des yields de free cash flow de 10%. Donc, si Microsoft vous reverser la totalité des free cash flow, d'accord, aux alentours des. Quand le prix était aux alentours des 27 dollars à l'action, si vous reversez la totalité des free cash flow ici en dividende, vous aurez eu des rendements de 10%. Et attention, on se pose toujours la question de savoir est-ce que ces free cash flow-là ont tendance à augmenter? Vous voyez que sur les années précédentes, ici, les free cash flow, d'accord, avaient tendance à augmenter. Regardez, les voici les free cash flow. Les voici les rendements. Voilà le prix ici pendant entre 2009 et 2012. 2009 et 2012, le prix était. On a fait du surplace. Je dis bien du surplace. Donc vous devez être prêt à accepter cela. Quand vous investissez, vous devez être prêt à l'accepter. C'est normal. Je dis bien, c'est normal. Donc, ne commencez pas à vous inquiéter. Mais pourquoi l'action ne fait rien pendant plusieurs... L'action peut rester là pendant des siècles et des siècles. Tant que l'entreprise continue à livrer la marchandise, rachète ses actions, paye un dividende, vous voulez quoi? Calmez-vous, continuez à acheter tant que les fondamentaux sont corrects. OK? Donc, on continue ici. Ça, c'est voilà, ça c'est par exemple ça c'est pas. Je pense que ça c'est ce qu'on appelle la guillotine. Mais bon, on va l'expliquer tantôt tout à l'heure. Donc et voilà. Sauf que le plateau s'est effondré lui aussi et il a fallu des années avant de faire vraiment preuve, avant de faire vraiment un creux. Donc avant de faire vraiment un creux, ça veut dire vraiment un plus bas. D'accord. Vous aurez pu acheter du Microsoft à 27 dollars et voilà. Vous aurez attendu plusieurs années avant que Microsoft ne touche son plus bas, qui était peut-être aux alentours ici. Donc si on peut regarder ici, je ferme ça. Tac, tac, tac. Ici, je pense que son plus bas était aux alentours ici des 13 dollars à l'action, en 2009 par là. Vous aurez attendu à peu près 2009 avant qu'on ne fasse le plus bas ici, alors que vous l'avez acheté peut-être à ce niveau-ci. D'accord, qui était à ce niveau-ci. Je ne dis pas que ce prix-là était déjà mauvais. D'accord, ça représentait quand même 4 à 5% ici de rendement. Et on avait quand même une croissance des free cash flow à cette période-là. D'accord, donc une légère stagnation ici. Donc, il faut comparer les free cash flow avec les net income. Donc, il faudrait le regarder généralement ici de cette façon-là. OK. Une entreprise, vous pouvez l'acheter sous-évaluée aujourd'hui à 27 dollars. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui, elle est sous-évaluée, mais elle peut aller plus bas que ça. D'accord? Et pas aller plus bas que ça et rester très longtemps en dessous de votre prix d'acquisition. D'accord? Tout ce qui doit vous intéresser sont les fondamentaux. Uniquement. Donc, on continue ici sur l'article. Donc, ce phénomène n'est pas unique au Nasdaq. Il s'observe en fait pratiquement à chaque fois qu'un marché s'effondre, comme celui du pétrole depuis quelques mois. Attention, pas d'analogie avec le marché actuel du pétrole. Hein. D'accord? Nous sommes en 2015 ici. D'accord? Et dites-vous que le pétrole en 2015, on avait un plus haut avant, etc. Je vous ai déjà raconté comment je me suis fait également avoir à cette période-là. Ok? Donc faites attention aux bénéfices nets à lever ici aujourd'hui. Les PER de ces entreprises-là ont tendance ici à me donner la mauvaise information. Et la meilleure façon de le visualiser est par analogie avec la guillotine et le papier sablé. C'est le légendaire analyste de Merrill Lynch, Robert Farrell, que j'avais commencé à regarder durant les années 80 à l'émission Wall Street Week, animée par Louis Rukeyser, qui est un... Voilà, j'ai bien aimé. Vous pouvez encore retrouver ces interviews-là sur YouTube, d'accord? C'était un très bon journaliste ici financier, qui est malheureusement décédé ici aujourd'hui. Donc, qui a le premier décrit ce phénomène. Donc, c'est Robert Farrell qui l'a décrit dans l'émission de Louis Rukeyser. OK? Donc, en voici les grandes lignes. Cela commence par une baisse des cours de 30, 40, voire 70%. C'est la guillotine. Ensuite, c'est la période du papier sablé. Pourquoi est-ce que c'est le papier sablé? Je m'arrête déjà là. Si vous avez déjà utilisé le papier sablé,
Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de creux. Mais techniquement, quand vous étalez ce papier-là, on ne va nulle part. Tout est, tout est plat. D'accord. Vous pouvez avoir des zigzags. Donc, on appelle ça généralement ici un range, si vous voulez. OK. Donc, le marché va rester dans un range bien déterminé pendant très longtemps. J'ai dit bien très longtemps avant d'exploser. D'accord. Si les fondamentaux sont corrects, bien sûr. Et il faut être prêt à assumer cela. Vous allez vous poser 1 milliard de questions. Certains vont abandonner. Je vous ai pris l'exemple de Mackesson qui est un véritable exemple parce que moi, je l'ai vécu. Franchement, je l'ai vécu. À un moment donné, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette compagnie? Oui, il y avait des procès par rapport aux opioïdes, etc. Mais il y avait déjà des informations qui commençaient à ressortir. D'accord. Des informations favorables. Ok. Surtout que la crise, les procès liés aux opioïdes ici, elle n'était pas complètement responsable. C'est sûr qu'elle avait une certaine responsabilité, mais le responsable premier, c'était la compagnie qui vendait ces opioïdes-là, ainsi que les médecins qui les prescrivaient. D'accord. Elle était juste distributeur ici et elle aurait dû alerter le gouvernement par rapport au volume élevé de ces produits contrôlés. C'était ça sa responsabilité. Ok. Donc techniquement, s'il fallait punir des gens, elle allait s'en sortir. Elle allait, excusez-moi, elle allait avoir le moins de charges à payer. Elle a eu des milliards à payer. Attention, ma question Amérique sous Bergeron, Cardinal Hill, je pense également Walgreens, CVS, je pense également Sackner et je pense qu'il y a même faire. C'est Purdue Pharma plutôt. Sackner, c'est la famille qui a pas. Déjà, eux, il faut voir le deal qu'ils ont eu avec Purdue Pharma. On appelle ça, ils n'ont rien eu à payer. Ils ont protégé leur fortune. Ils ont juste, je sais pas, je pense qu'ils ont dû perdre l'entreprise familiale ici uniquement, mais ils ont gardé tout leur cash. Bref, je vous encourage à aller lire à peu près sur la crise des opioïdes ici. C'était assez intéressant. Donc, c'est la guillotine. 30, 40, 70% ici, c'est la guillotine. Ensuite, c'est la période du papier sablé, une période prolongée pendant laquelle les cours montent et baissent sans vraiment aller nulle part. OK? Sans vraiment aller nulle part. On reste sur un range. Donc, cette période de surplace épuise tous ceux qui détenaient cet actif, tous ceux qui restaient en fait. Donc, je suis sûr que vous avez déjà eu un titre pareil en portefeuille qui ne fait rien du tout depuis plusieurs années. Et vous êtes presque en désespoir présentement. Techniquement, les amis, concentrez-vous sur les fondamentaux. Le prix, on s'en fout du prix. Quand vous l'avez déjà acheté, c'est la valeur qui nous intéresse. OK? Et dites-vous une chose, c'est que tant que le prix est inférieur à la valeur et que les fondamentaux suivent et que l'entreprise continue à livrer la marchandise, dormez sur vos deux oreilles. Qu'est-ce que vous voulez? Dormez sur vos deux oreilles. Vous allez vous plaindre que l'entreprise actuellement, voilà, vous continue à vous verser un rendement de 10% par rapport à votre prix d'acquisition. Attention, je ne parle pas de dividendes. Que le rendement actuel par rapport au prix d'acquisition est toujours de 10% depuis plusieurs années. Vous allez vous plaindre. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Racheter ses actions. Ce sont les choses que vous devez aller regarder. Ou bien payer un dividende. Mais psychologiquement, ça pèse. Oui, même moi aujourd'hui, je peux parler comme ça, mais c'est trop facile de le dire. Ça pèse. D'accord? Donc, éventuellement, tous les investisseurs lancent la serviette et liquident, peu importe les cours. Donc, la guillotine, c'est quand les cours baissent, d'accord, 30, 40, drastiquement. Et le papier pont, c'est qu'après la baisse des cours, que le marché ne fasse plus rien pendant plusieurs années. OK? Donc, on peut se dire ici que la guillotine, par exemple, de Microsoft, c'était, voilà, ici. Donc, de 2017, on était aux alentours de 32 dollars jusqu'au plus bas ici, en 2009, aux alentours de 14 dollars ici. Et le papier, le papier je pense que c'est ça, le papier sablé ici, c'est tout ce qui va entre 2009 jusqu'à à peu près 2014 par là, quand on dépasse les plus hauts atteints en 2007. Donc pendant toutes ces périodes, ça ne fait rien du tout. Pourtant, comment on appelle ça? Les free cash flow yields sont très élevés. L'entreprise ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Reste sur place. OK? So, peut-être qu'on devrait même regarder les free cash flow yield par rapport à la valeur d'entreprise parce que je pense même que cette entreprise avait énormément de cash. Vous voyez, elle avait énormément de cash. Parce que quand on prend les free cash flow yield par rapport à la valeur d'entreprise, cette entreprise, vous remarquez la ligne en vert, l'entreprise avait énormément de cash. C'est la raison pour laquelle le rendement même était encore plus élevé quand on prenait en considération le cash. Donc, les gens qui ont acheté Microsoft entre 2009 et 2012, d'accord, ont fait un home run en date d'aujourd'hui. Pourtant, ils étaient également impatients. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne va nulle part? Ça reste au même prix. Pourtant, l'entreprise est sous-évaluée.
Tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup d'éléments fondamentaux également ici. Voilà, changement, on disait que ouais, le business model de Microsoft doit changer, des choses comme ça, etc. Et quand Satya Nadella est arrivé, boum, explosion littéralement. D'accord? Donc il a redonné du souffle à cette entreprise. OK? Notamment avec ses initiatives. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Imaginez celui qui a acheté Microsoft ici, à 15 fois, hein, à peu près à 27 dollars l'action. Et aujourd'hui, on se retrouve à 250 dollars l'action. 255. 10 fois. En quoi? Disons même en 10 ans. Vous savez que ça représente faire 10 fois 10 en 10 ans, ça représente ceci. Rendement, donnez-moi ça fait 10 exposant 0.1. Ça représente ici un rendement cumulé en moyen rendement moyen de 25% annuellement. C'est ce genre d'entreprise qu'on recherche. Le genre d'entreprise qui peut nous proposer ce genre de choses-là. Ok, c'est pour ça qu'on est intéressé par des entités comme des Google ou des entités comme des Meta, d'accord, quand le pessimisme est extrême sur certaines entités, d'accord, comme des entités comme les Verizon ou les AT&T, je continue à parler de mes choses de mon côté, ou bien comme Spirit Airlines. Je sais qu'on m'a posé la question concernant Spirit Airlines ici tantôt, je continue à parler de Spirit Airlines, d'accord, je n'ai rien dit. Donc, je reviens ici sur l'article en question. OK? Donc, on a parlé ici de la guillotine, on a parlé ici du papier sablé, d'accord? Donc, évidemment, c'est une analogie. Ce n'est pas vrai que tout le monde vend, peu importe l'actif. Mais cela décrit assez bien la psychologie derrière le phénomène des cycles financiers. L'idée centrale, simplement, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps qu'on peut le croire avant qu'un véritable creux soit atteint après la baisse majeure des prix d'un actif. OK? Ça ne veut pas dire que vous achetez aujourd'hui, ça va remonter demain. Hein. Ça, vous pouvez attendre plusieurs années, il faut être prêt. C'est pour ça qu'on veut soigner, mais quand j'ai failli dire on veut soigner son entrée, non. C'est pour ça qu'on veut un prix qui nous offre un rendement plus élevé par rapport au risque qu'on prend. OK? Donc, quand je vais acheter une entreprise, ça avait un rendement de 5%. Si cette entreprise fait du surplace pendant plusieurs années et que les bénéfices nets restent stables, techniquement, je n'espère rien du tout. Pourtant, si j'ai acheté une entreprise avec un rendement de 10%, et je ne parle pas de dividendes, hein, je ne parle pas de dividendes. Vous me connaissez, vous savez que je ne parle pas de dividendes. Je parle de rendement sur coût d'acquisition par rapport à mes bénéfices nets ou mes free cash flow. D'accord? En prenant comme hypothèse, si on me reverse la totalité des free cash flow en dividendes. OK? Je dis la totalité en 100%. C'est comme ça qu'on réfléchit par rapport aux dividendes. Si ce rendement est plus élevé par rapport aux dividendes versés ici aujourd'hui, d'accord, on peut se dire qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Et moi, je recherche vraiment du 10% par là. Prenant en considération la croissance, bien sûr. OK? Donc, quand je vais acheter une entreprise qui va faire à un rendement de 5% par rapport à mon prix d'acquisition ici, qui va faire du surplace pendant plusieurs années, c'est pas intéressant. Je peux encore le faire sur une entreprise qui va m'offrir un rendement de 10%, mais en faisant du surplace. Pendant ce temps, on peut racheter les actions, etc. D'accord? Ça peut augmenter ici mécaniquement le prix de mon action, tranquillement. OK? C'est pour ça que le prix est important. Le prix est important. Je ne sais pas qui raconte souvent des choses comme quoi, non, le prix n'est pas important. Allez faire du DCA, de toute façon, ça va aller. Nanani, nanana. C'est dans 20 ans que vous saurez que ça va aller. En tout cas, bref, je ne reviens pas dessus, on a déjà assez parlé de ça. Donc, souvent, il faudra des années avant de voir s'effriter l'engouement progressivement des investisseurs face à cet actif. Donc, pendant plusieurs années, si l'entreprise ne fait rien, les gens vont commencer à partir. Au début, tout le monde est, voilà, imaginez, c'est un peu comme avec Intel. Tout le monde court sur Intel parce que c'est sous-évalué, parce qu'on verse un dividende. Et quand on coupe le dividende, boum, oh, là où les premières personnes commencent à partir. Certains restent encore parce qu'ils ont espoir que Intel va revenir, etc. Pourtant, la véritable raison pour laquelle Intel va revenir se retrouve dans les rapports financiers et non dans les états financiers. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir confiance dans le management absolument. Ça demande beaucoup de lecture, il faut poser la question. Regardez AMD, regardez Nvidia. Nvidia est très bien positionné par rapport comment on appelle ça, par rapport à tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle. Or, Intel n'a pas vu ça venir. D'accord? Mais maintenant, est-ce que ce que Intel a présentement, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Il y a de fortes chances qu'ils s'en sortent. Mais également, l'échec est là. Ils peuvent échouer. Et il ne faut pas oublier cela. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, je n'irai pas mettre 40% de mon capital sur Intel. C'est de la folie. Ou même 10%. C'est fou. 5% même, je commence même à beaucoup réfléchir. D'accord? Faites attention. Donc, ce n'est pas une vidéo sur Intel. Hein. Non, non, non. Je parle d'un exemple. J'aurais pu prendre l'exemple d'une autre entité ici. D'accord?
Un peu comme s'il fallait une bonne période de papier sablé pour nettoyer le marché et fournir une base qui constituera un creux solide. Concrètement, cela signifie ceci. Si vous êtes tenté d'acheter du pétrole, au moins, soyez conscient du phénomène et prenez pour acquis que le prix du pétrole peut flotter entre 40 et 60 dollars le baril pendant longtemps. Donc, si vous êtes tenté d'acheter du Amazon ou bien du Google ou bien du GTT ou bien comment on appelle ça, du LVMH ou bien du Air Liquide, soyez conscient que le prix de cette entreprise-là peut rester à ces niveaux-là pendant très longtemps. De ces différentes entités-là peuvent rester à ces niveaux, au niveau actuel pendant très longtemps. Je dis bien très longtemps. Et très longtemps, ce n'est pas 1 an, 2, 3, 4 ans. D'accord? Faites attention. Oui, donc on dit que ouais, mais le dividende sera toujours là, etc. Oui, oui, techniquement, tant que les fondamentaux sont corrects. OK? Mais n'oubliez pas que ça reste, ça pourrait arriver. D'accord? Ça pourrait arriver. OK? So, si vous avez été chanceux pour éviter la guillotine, n'oubliez pas que vous aurez à endurer une période de papier sablé. Donc la guillotine, ça veut dire ici que j'achète, ça continue à baisser, 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 baisser. D'accord? Et après ça, après avoir atteint le creux, avant de remonter à mon niveau d'achat, ça met des années à faire des zigzags. OK? Donc si moi j'ai évité la guillotine et que je l'ai acheté à un prix assez bas, d'accord? Il y a de fortes chances qu'on reste à ce prix assez bas là pendant très longtemps avant que ça ne remonte. Ça, c'est en soutenant que les fondamentaux soient corrects. Hein? Donc, faites attention. So, je ne sais pas si cet article-ci a été utile pour vous. Pour moi, il a été utile. Parce que, voilà, c'est le genre de choses qui nous arrivent dès aujourd'hui. Donc, parfois, quand on achète une entreprise, on a tendance à se dire que ça doit remonter parce que je l'ai acheté. Le marché s'en fout de savoir que vous l'avez acheté. Vous avez acheté l'action de l'entreprise. Hein? N'oubliez pas ça. Donc, ne vous posez plus la question, mais pourquoi ça ne monte pas? Ça fait longtemps que j'ai acheté, ça ne fait rien. Non, 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 non. Je suis sûr et certain que vous avez déjà voulu jeter l'éponge sur une entreprise qualitative parce qu'elle ne faisait presque rien du tout pendant plusieurs années. Or, est-ce que vous êtes posé la question à savoir si les fondamentaux restaient corrects, si les bénéfices nets restaient corrects, si les free cash flow restaient corrects, si la dette nette était remboursée, si le business model avait du sens? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Et si le management faisait exactement ce qu'il fallait pour maintenir le business à flot? Voilà des questions qu'il faut se poser en période de papier sablé. OK? Donc, je ne sais pas si, voilà, si ça vous sera intéressant. Enfin, je pense que c'est un principe qui va, qui va être important pour vous dans le futur. Donc, prochainement, quand vous aurez à vivre la période de guillotine, d'accord, ou de papier sablé, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, on a le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent soutenir également cet article, l'auteur de cet article-ci, achetez ses livres, d'accord? Le Investir en bourse et s'enrichir, excellent livre, d'accord? Donc vous allez retrouver dans toutes les librairies ou bien sur Amazon, ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.